L'objet de cette troisième vidéo sur l'usage des traitements de texte consiste cette fois-ci à aller un petit peu plus loin dans les possibilités de mise en forme de vos documents en introduisant la notion de style et de modèle. La vidéo précédente vous a permis de découvrir ou de réviser la façon dont on peut mettre en forme et mettre en page certains éléments du document. C'est une procédure qui va très vite trouver ses limites si vous commencez à devoir travailler sur des documents un peu longs, qu'il s'agisse d'un devoir à rendre d'une dizaine ou d'une quinzaine de pages, voire même d'un mémoire par exemple. Pourquoi? Parce que faire ces mises en forme manuelles sur chaque élément de titre, paragraphe, etc., va vous faire perdre un temps fou, alors même que les logiciels de traitement de texte, quels qu'ils soient, intègrent des paramètres prédéfinis de mise en forme que vous pouvez utiliser dans vos documents, mais surtout que vous pouvez ensuite modifier, adapter ou utiliser comme vous le souhaitez. Le principe donc de l'usage des styles, que vous avez peut-être déjà repéré, puisque dans les barres d'outils, vous avez repéré qu'il y avait style par défaut et différents styles tels qu'on peut les voir ici, des styles de titre, de sous-titres, de corps de texte, d'en-tête, de citation et ainsi de suite. Ça va vous permettre en fait tout simplement de gagner du temps. En premier lieu, ça va vous permettre de gagner du temps parce que ça vous évitera de vous concentrer sur les questions de mise en forme de votre document en appliquant tout simplement ces styles prédéfinis. Ça vous permettra de gagner du temps aussi pour la suite, parce que l'utilisation des styles va vous faciliter grandement la vie au moment de l'insertion d'une table des matières, par exemple. Et ça vous permet aussi tout simplement d'uniformiser la mise en forme de vos documents, parce qu'on n'est pas à l'abri, quand on fait des modifications manuelles sur un document de traitement de texte, de faire des petites erreurs ou des petits décalages. Par exemple, on va utiliser la même police, mais on va oublier de mettre quelque chose en gras, ou on va tout simplement mettre un retrait de premier paragraphe à un endroit, pas à un autre, etc. etc. Le fait d'utiliser les styles automatise tout simplement cette procédure, et donc vous évite de perdre du temps. Donc, principe, paramètres prédéfinis de mise en forme, intérêt, uniformiser la mise en forme, gagner du temps, faciliter la création de tables des matières, mais aussi la navigation dans un document long, comme on le verra dans un instant. Alors, comment utiliser les styles dans un traitement de texte? On a plusieurs possibilités. La première possibilité, la plus simple, c'est d'utiliser tout simplement les paramètres par défaut de son logiciel. Ce que ça signifie, c'est que plutôt que d'aller faire des modifications ou de travailler soi-même la mise en forme, on va tout simplement se concentrer sur l'écriture et structurer son document en utilisant les styles prédéfinis, pré-implémentés dans la machine, c'est-à-dire celles qui sont par défaut dans le logiciel quand on l'installe sur son ordinateur. Donc par exemple, imaginons que là je travaille sur ce document, je veux préciser qu'il s'agit d'un titre principal, j'ai ma barre d'outils qui va me permettre d'aller chercher un premier style, titre principal. Imaginons que ce style-là ne me convienne pas ou qu'il n'y ait pas dans cette liste présentée un style titre principal qui m'intéresse. Vous voyez ici que j'ai écrit plus de styles, je vais cliquer là. Et ça m'ouvre tout simplement un panneau latéral dans lequel j'ai des éléments de style. En fait, je n'étais pas obligé de passer par la barre d'outils, j'aurais pu tout simplement, vous le voyez dans la barre latérale, ici tout simplement cliquer sur ce bouton qui renvoie à la notion de style. Et ici, j'ai un certain nombre de styles qui sont affichés. Alors là, ils sont très nombreux parce que comme vous le voyez, il y a écrit ici tous les styles. Je vais pouvoir éventuellement filtrer, dire que tout ce qui m'intéresse dans un premier temps ici, ce sont les styles de texte. Et ça me limite la liste à des formats de corps de texte, de titre 1, etc. Comme vous le voyez ici, quand je clique dans du texte, ici je suis dans du style par défaut, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun style véritablement mis en forme, c'est le style de base. Ce que je peux commencer par faire quand je travaille sur un document, c'est par dire par exemple je vais tout placer en corps de texte. Donc je sélectionne tout et je double-clique sur le style. Et ensuite, pendant que je vais travailler, je vais commencer à appliquer mes styles. Je vais écrire tout simplement mon titre principal et ensuite je lui applique un style. J'écris mon introduction, je vais intégrer un style titre de niveau 1, le premier titre, quelques lignes. Je suis toujours en corps de texte ici. Là, je vais insérer un autre style, cette fois-ci de niveau 2. On va en intégrer 2. 2.
un peu plus loin, je vais réutiliser un style de titre de niveau 1. Titre 2. Titre 2. Imaginons que pendant que je suis en train d'écrire, j'ai besoin à un moment donné de faire une citation. Je peux tout à fait décider d'appliquer un style de citation. Là, je vais le sélectionner. Vous voyez qu'il n'apparaît pas dans ma liste. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est aller afficher éventuellement, par exemple, tous les styles. Comme ils sont classés par ordre alphabétique, vous voyez qu'ici, j'ai citation. Je double-clique. Et là, j'ai un format de citation. Donc, vous le voyez, vous l'avez compris, le principe de l'application des styles est très simple, puisque là, face à moi, j'ai tout simplement un document que j'ai commencé à rédiger, par exemple, sans rien appliquer comme format, et simplement, au moment de la mise en forme, je vais tout simplement appliquer des styles prédéfinis de mise en forme qui me font gagner du temps parce que je ne me pose pas la question de savoir exactement comment je vais mettre en forme mon document. Je dispose de tout ce qu'il faut pour tout simplement structurer mon document. Quand je vous disais que ça vous facilitait la vie, notamment pour tout simplement la navigation dans le fichier, c'est parce que si je suis dans un document un peu long et que j'ai besoin de circuler d'un endroit à un autre, j'ai quelque chose qui s'appelle le navigateur en panneau latéral, et vous le voyez ici, j'ai la possibilité de naviguer selon plusieurs choses, s'il y avait des tableaux, des hyperliens, etc. Là, j'ai inséré des titres, et vous voyez que progressivement, toute l'arborescence de mon document est apparue. Je repère bien les titres de niveau A, ma première partie. Je peux simplement cliquer sur celui de niveau 2, j'arrive à ma deuxième partie. Je peux revenir à mes sous-parties, et ainsi de suite. Bien entendu, si j'intégrais un troisième niveau dans mon arborescence, eh bien, comme vous le voyez, on a toujours nos titres de niveau 1, nos titres de niveau 2, et là on a un troisième niveau qui a été intégré ici, qui est celui que je viens d'intégrer. Donc c'est la première méthode, la méthode la plus simple. Cette méthode a un intérêt important, c'est sa rapidité, la capacité que cela vous donne à vous concentrer sur le fond, c'est-à-dire éviter ce que nous faisons tous quand nous travaillons sur un document de traitement de texte, c'est-à-dire passer un temps fou à se demander si pour le titre principal, je ne préférerais pas plutôt cette police-là en la mettant en italique, et plutôt que de commencer à travailler à rédiger l'introduction de mon article ou du devoir que j'ai à rendre, je vais plutôt passer du temps à faire de la mise en forme. Utiliser les styles prédéfinis permet de se dire, dans un premier temps, je ne me pose pas question, j'applique les titres qui sont par défaut dans mon ordinateur, et ensuite je peux travailler. Alors, cette méthode-là, elle a l'avantage de la rapidité, elle a un défaut assez important. Le premier défaut important qu'elle a, cette méthode, c'est que la plupart du temps, en réalité, ce que l'on va produire n'est pas un format adapté au rendu que l'on doit effectuer, qu'il s'agisse de rendre un devoir à un enseignant, qu'il s'agisse de soumettre un article à une revue, et ainsi de suite. Bien entendu, la plupart du temps, que ce soit un enseignant, une revue, un éditeur, etc., on va avoir en réalité des normes de présentation qui vont nous être imposées ou recommandées, et bien entendu, ces formats par défaut correspondent quasiment jamais à ce qui va nous être demandé. Donc ça, c'est le premier défaut, c'est-à-dire qu'on gagne du temps au départ, mais ça ne signifie pas qu'on est ensuite complètement dispensé d'un travail sur la mise en forme, puisqu'il faudra s'adapter la plupart du temps à ce qui va éventuellement nous être demandé dans le cadre d'un travail. L'autre défaut de cette approche, c'est que dans le cas où, pour une raison ou pour une autre, on aurait une certaine allergie, par exemple, à ce style de police, à des titres d'une telle taille, si, comme on le voit ici, par exemple, on estime que le titre 1 et le titre 2 ne sont pas si différents que ça et que ça ne va pas nous faciliter la vie en réalité ou d'un point de vue visuel pour travailler, eh bien on va avoir besoin de créer nos styles. Donc créer nos propres styles, adapter les styles du logiciel à nos usages, ça nous ramène
à la première vidéo, hein, l'importance de paramétrer le logiciel de traitement de texte pour qu'il corresponde exactement à ce qu'on a envie de faire. On peut tout à fait décider de se créer des styles qui correspondent non pas à ce qu'on va devoir rendre, mais en tout cas au moins à ce que l'on souhaite avoir face à soi pendant qu'on est en train d'écrire. Dans les deux cas, on va procéder de la même façon, on va devoir tout simplement modifier les styles par défaut. Alors, il y a la possibilité tout simplement de créer des styles. Ça, je vais passer très rapidement dessus parce qu'en fait, je vous déconseille d'utiliser cette option-là, en tout cas pour celles et ceux qui démarreraient avec le traitement de texte. Je trouve qu'il est beaucoup plus efficace de modifier les styles par défaut, titre 1, 2, 3, 4, etc., notamment dans l'optique des créations de tables des matières, dans la navigation du document, mais on peut tout à fait décider de créer un style. On peut par exemple dire que je veux créer un nouveau style, éventuellement à partir de la sélection, c'est-à-dire que je peux faire un nouveau style, une mise en forme et créer un nouveau style à partir de la sélection, lui donner un nom et le créer. Le risque dans tout ça, c'est qu'on finisse par se mélanger les pinceaux, c'est-à-dire qu'on peut créer par exemple un style titre 1 pour mon mémoire, un style titre 1 pour mes devoirs à rendre au premier semestre, un style titre 1 pour telle revue, avec des noms de styles qui vont commencer à se mélanger, etc. Comme je vous le dis, moi j'ai plutôt tendance à privilégier l'usage des styles de titres par défaut. Et donc on va tout simplement les modifier. Alors comment on peut procéder? On a deux façons principales de modifier un style par défaut pour le rendre adapté à nos préférences. La première façon va tout simplement consister, une fois qu'on a appliqué les styles par défaut, et qu'on va passer à l'étape de formalisation, de mise en page, mise en forme un peu plus agréable pour nous, bah, tout simplement on va les modifier à la main directement dans le texte. On va par exemple, vous avez appris à le faire, hein, aller modifier les caractères en simplement se disant que j'ai une petite préférence par exemple pour cette police-là, qu'on n'a pas besoin d'avoir quelque chose qui fasse 26 points, mais que 20 serait éventuellement suffisant. On va éventuellement modifier aussi le paragraphe en se disant que pour un style de titre principal, en réalité, ce que je voudrais, c'est un espacement au-dessus du paragraphe d'1 centimètre, par exemple, et de 2 centimètres en dessous. En laissant un interligne simple, par exemple, et je vais dire OK. J'ai mis en forme cela, mais cette mise en forme-là n'a pas modifié le style de titre principal. Vous voyez, la police est toujours la même, etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ce que j'ai mis en forme. On est bien en style titre principal. Et je vais tout simplement aller cliquer sur cette petite flèche en disant que je veux mettre à jour le style sélectionné. Le style sélectionné, c'est celui qui est sélectionné ici, et il faut qu'il soit appliqué au texte que je viens de changer. Je vais dire mettre à jour le style sélectionné. Et donc désormais, mon style titre principal, vous voyez, il a été un petit peu modifié, et si je l'applique ailleurs, il correspond bien à la mise en forme à laquelle je viens de procéder. Donc ça, c'est la première méthode, c'est-à-dire je vais tout simplement sélectionner le texte qui a déjà été appliqué, par exemple ici, style corps de texte. Je vais lui apporter un certain nombre de modifications. Et je vais ensuite dire à mon logiciel, mettre à jour le style sélectionné. Et comme vous le voyez, à partir du moment où le style avait été appliqué à d'autres endroits, il a appliqué mes modifications directement à tout élément du texte qui avait été mis en corps de texte. J'ai modifié le style corps de texte, j'ai demandé la mise à jour de ce style, et tous les éléments de mon document qui ont été écrits avec ce style corps de texte ont été modifiés. Je vais avoir donc cette possibilité de tout simplement intervenir directement dans mon texte et de procéder aux modifications. Une autre façon de procéder consisterait tout simplement à aller directement chercher dans le navigateur de style et d'aller non pas modifier mon texte ici, mais tout simplement aller dans le navigateur
et lui dire que c'est cela que je veux modifier. Par un clic droit sur le style, je vais faire modifier. Et donc tout simplement ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller apporter un certain nombre de modifications, comme par exemple le choix d'utiliser la police Linux, de le laisser en gras. Ici, je me dis qu'il n'y a pas besoin qu'il soit à 130% de la police de caractère classique, je vais plutôt le placer à 115% par exemple. Je vais aller modifier mes retraits et espacements en considérant que j'ai pas besoin de beaucoup d'espace après, mais qu'en revanche je veux un espace plutôt important avant. Et je vais considérer que je veux que tout soit en interligne 1,15 à l'intérieur du texte. Je vais dire OK. Et là, mon style de titre 1 a été modifié. En revanche, comme vous le voyez, comme je l'ai modifié, c'est exactement comme pour tout à l'heure, ça a appliqué cette modification à l'intégralité de ce qui, dans mon texte, figurait en style de titre 1. Et donc, il faudra que je fasse ensuite pareil avec tous mes autres styles. Donc là, par exemple, je vais plutôt en réalité repasser cela en corps de texte. Et appliquer une modification au moins au style de titre 2. Donc je vous remontre, clic droit, modifier. Ici, je vais de nouveau modifier la police. Cette fois-ci, comme c'est un style de titre de niveau 2, je vais plutôt lui appliquer un 100%, plutôt en italique, avec une distinction du texte par essentiellement un retrait et espacement, et toujours en interligne 1,15. Donc là je vais vite, on pourrait intervenir bien entendu sur beaucoup plus de choses dans le document. Je dis OK. Et donc là j'ai procédé à ma modification, vous le voyez, ça a été modifié ici et partout dans le texte. Les styles de titre 2 ont été modifiés. Les formats, comme je viens de les utiliser, vous le comprenez, sont pas très lisibles par rapport au reste, donc si je veux vraiment faire quelque chose d'un peu propre, je vais retourner modifier mon style corps de texte. Déjà en appliquant bien entendu la même police et en me disant que je vais plutôt la réduire, au moins comme cela. Le style citation, que je vais pouvoir modifier aussi. Alors en général, je l'expliquais dans la vidéo précédente, on va plutôt utiliser un style dont la police sera un peu plus de taille un peu réduite par rapport au corps du texte dans les notes de bas de page. On va aussi procéder de la même façon pour les citations, en tout cas pour les citations lorsque ce sont des citations un peu longues de plusieurs lignes. En général, c'est quand on fait une citation au moins d'une phrase complète et dont la taille est de au moins 2 ou 3 lignes par exemple, on va avoir tendance plutôt à la sortir du corps de texte. Et dans ces cas-là, on va plutôt en faire avec une taille un peu réduite et éventuellement, ce qu'on peut aussi faire, c'est décider que pour ce format-là, on va garder un interligne simple, même si le reste est en interligne 1,15 ou 1,5. Je l'applique ici, et donc je l'ai modifié. Ah, j'ai oublié de modifier la police. On va pouvoir faire cela pour tous les éléments qui constituent notre texte. Ça concerne aussi bien entendu les notes de bas de page. Vous voyez que j'ai appliqué des styles différents, corps de texte, où j'ai changé la police, etc. Mais ma note de bas de page, elle, n'a pas été changée. C'est important de tenir compte de cela et de modifier les styles de notes de bas de page et de ne pas se contenter de, quand on s'en rend compte, de le faire à la main, comme cela, en se disant je vais simplement appliquer la bonne police et une taille un peu réduite, par exemple. On va éviter de se contenter de cela, même si ça peut sembler aller plus vite, principalement parce que si vous suivez les vidéos de la chaîne depuis le début, vous avez certainement envie d'utiliser Zotero avec votre traitement de texte, et le problème c'est que l'insertion des notes dans Zotero suppose que les notes de bas de page aient un style qui a été créé correctement. Vous le voyez ici, si je crée une nouvelle note de bas de page, non seulement le format que je viens de modifier n'est pas pris en compte, mais en plus, c'est exactement la même chose si je la crée avec Zotero.
eh bien, vous pouvez le constater, la note qui vient d'être intégrée ne correspond pas du tout au style que j'aurais voulu avoir avec la bonne police, etc. Comment on va procéder? On va prévoir à l'avance qu'on a besoin d'un format note de bas de page qui corresponde à ce que je viens d'indiquer ici. Donc en fait, la modification du format, c'est exactement la même que pour tous les styles. Le format note a été bien pris en charge. Et donc là, maintenant, si j'insère une note avec Zotero, vous le voyez, cette fois-ci, la police correspond bien à la police Linux, et par ailleurs, sa taille, etc., correspond à ce que je voulais. J'insiste là-dessus, c'est un élément important parce que c'est une des difficultés qu'on rencontre régulièrement avec les personnes qui débutent avec Zotero et le traitement de texte. Quand vous insérez des notes de bas de page dans votre traitement de texte avec Zotero et que la police ne correspond pas à ce que vous voulez, la plupart du temps, c'est parce que le style note de bas de page de votre traitement de texte ne correspond pas à ce que vous souhaitez. Donc on peut faire toutes ces modifications. Une fois que vous avez fait cela, vous avez un document qu'il vous suffira de continuer à rédiger pour avoir tout simplement quelque chose de propre, c'est-à-dire que vous avez modifié votre style et pendant que vous continuez à travailler, eh bien tout simplement vous allez lui appliquer les styles qui correspondent exactement à ce que vous souhaitez utiliser, sans plus vous poser de questions pour la mise en forme de votre document. Alors bien entendu, tout ce qu'on vient faire là, ça sert essentiellement pour le document sur lequel on est en train de travailler. Néanmoins, si je vous disais au début de la vidéo que ça allait vous permettre de gagner du temps, c'est parce que, bien entendu, ça va vous permettre de faire beaucoup plus que cela. Vous allez pouvoir garder ces styles et pouvoir les réutiliser. En effet, là, tout ce qu'on vient de modifier, si par exemple j'ouvre un nouveau document, et que je tape un titre de premier niveau, vous voyez bien, il ne reprend pas du tout le format que j'ai indiqué. Pourquoi? Parce que les modifications que je viens d'opérer sont attachées avant tout au document sur lequel je suis en train de travailler et non pas intégrées aux différents modèles existants dans mon traitement de texte. Ce que ça signifie, c'est qu'il va falloir enregistrer ces styles pour pouvoir les réutiliser. Comment procéder? On a plusieurs possibilités. La façon la plus simple de procéder va être d'enregistrer le fichier comme modèle. Ce que ça signifie, c'est que quand je suis dans mon document, si j'ai une mise en forme des différents styles nécessaires à l'écriture de mes devoirs, de mes articles, de mon mémoire, etc., que je sais que je pourrais la réutiliser, cette feuille de style, pour d'autres travaux, eh bien je vais faire fichier, enregistrer. Et ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas l'enregistrer comme une copie, etc. Je vais l'enregistrer comme modèle. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller faire enregistrer sous, enregistrer une copie, je vais faire modèle, enregistrer comme modèle. Je vais devoir lui donner un nom. Et je vais l'enregistrer dans mes modèles. Et je vais faire enregistrer. Maintenant que j'ai fait cela, lorsque je vais avoir un nouveau travail à réaliser, je vais avoir la possibilité tout simplement d'aller chercher un modèle. Vous voyez, c'est celui que je viens d'enregistrer pour travailler dessus. Et donc vous voyez que là, il m'ouvre un nouveau document, il s'appelle sans nom 3, dans lequel je vais pouvoir travailler où je retrouve mes styles. Alors bien entendu, là, ce que je viens de faire, c'est l'enregistrer directement mon document. Bien sûr, ça n'a pas de sens. Si vous avez fait vos styles la première fois en travaillant vraiment, en rédigeant un travail, vous n'avez pas besoin systématiquement d'enregistrer cela en modèle. Mais en fait, si on veut être véritablement efficace, comment procéder? On va tout simplement, dans le document qu'on a mis correctement en forme, faire un enregistrement comme copie. Enregistrer une copie. Je vais l'enregistrer sur mon bureau, par exemple.
Et cette copie, je vais la rouvrir. J'ai un fichier où j'ai bien tous les styles tels que je viens de les modifier. Et je vais tout simplement effacer l'intégralité du contenu. J'efface l'intégralité du contenu. Simplement, mes styles sont toujours présents. Le style corps de texte, le titre principal, tous les styles que j'ai créés sont dans le document. Et cette fois-ci, je vais l'enregistrer comme modèle. On va appeler ça par exemple, on va l'appeler par exemple paper pour Sciences Po. Je le mets dans mes modèles, je l'enregistre. Et donc là, ce que je viens de faire, c'est me donner la possibilité désormais de tout simplement aller chercher à chaque fois que je crée un document, un modèle qui s'appelle modèle paper Sciences Po, qui va me créer, pardon, on va recommencer plutôt. Ici. J'ai un document vierge et j'ai la possibilité tout simplement de commencer à travailler en utilisant le modèle que je viens de créer. Les styles de mise en forme que j'ai créés jusqu'à présent ont été intégrés. Alors ça, c'est la possibilité, la première possibilité d'enregistrer un modèle. Vous avez la possibilité donc tout simplement d'enregistrer votre modèle à l'intérieur des modèles directement du traitement de texte que vous utilisez, quel que soit le traitement de texte que vous utilisez, je le répète, je privilégie LibreOffice Writer, mais si vous en utilisez un autre, ce serait exactement la même chose. Ce que je peux aussi faire, c'est fichier, enregistrer sous, et enregistrer directement le modèle ici, modèle de texte ODF. Je vais créer un modèle et je vais l'enregistrer sur mon bureau. Plutôt faire un cours, enregistrer. Je vais fermer ce document. Et donc, ce que je viens de faire, c'est que je viens d'enregistrer un modèle sur mon ordinateur, vous le voyez ici. Et quand je double-clique dessus, il va m'ouvrir non pas le modèle.ott, mais bien un fichier qui s'appelle sans nom, dans lequel je vais pouvoir travailler et dans lequel il m'a bien gardé les mises en forme que j'ai enregistrées. Ce que ça signifie, c'est que vous avez donc la possibilité, pendant que vous êtes en train de travailler, d'enregistrer directement dans les modèles de votre ordinateur le fichier que vous venez d'adapter à vos besoins. Mais ce que ça veut aussi dire, c'est que vous pouvez récupérer des modèles qui auraient été produits par d'autres, de façon tout simplement à pouvoir travailler avec. Ces modèles, vous pouvez les récupérer tout simplement, quelqu'un vous l'envoie par mail, ou le partage avec vous d'une façon ou d'une autre, vous l'avez sur votre ordinateur, vous le rangez quelque part sur votre machine, de telle façon à ce qu'à chaque fois que vous en ayez besoin, et ben vous avez tout simplement à double-cliquer sur le modèle, et ça ouvrira un fichier vierge que vous enregistrerez immédiatement et sur lequel vous pourrez travailler. Ça, c'est une première méthode de récupération d'un modèle de quelqu'un d'autre. Une autre façon de procéder consiste tout simplement, lorsque vous récupérez un modèle, j'en ai un ici par exemple, à aller l'ajouter malgré tout à vos modèles de LibreOffice. Comment on fait? On va tout simplement aller dans Modèles, Gérer les modèles. Et lorsque vous êtes dans Gérer les modèles, donc là ici c'est en ouvrant tout simplement LibreOffice, mais on pourrait faire exactement la même chose en ayant un document de traitement de texte ouvert. C'est la même fenêtre. Et là, ici, j'ai la fenêtre des différents modèles. J'ai un filtre par document, classeur, etc. Toutes les catégories. Correspondance, document privé. Ça, c'est des modèles qui sont pré-intégrés au traitement de texte. Un modèle de CV, un modèle de résumé, que je pourrais éventuellement utiliser si j'en ai besoin. Je pourrais créer les miens si je le souhaitais. Et j'ai par exemple mes modèles. Donc là, ici, ce sont que des modèles qui, en réalité, vont pas forcément être très nécessaires. Donc je peux les supprimer parce que je les avais ajoutés pour la démonstration.
Et je vais pouvoir en revanche importer un modèle que j'ai amené sur mon ordinateur en précisant que je veux mettre dans mes modèles un document que quelqu'un m'a envoyé ou que j'avais préparé par ailleurs. Et donc ce document, qui s'appelle Draft Article, a été ajouté à mes modèles et je peux maintenant décider de travailler avec ce modèle-là. L'intérêt de procéder ainsi, c'est ce que ça signifie, c'est que vous allez pouvoir prendre un peu de temps pour travailler sur les modèles de documents que vous utilisez, c'est-à-dire préparer une feuille de style. Donc ce que ça signifie, c'est de commencer un petit peu à réfléchir, par exemple, quand vous travaillez sur un paper pour un cours, ou que vous commencez à travailler, à préparer un article, etc., et de vous rendre compte que finalement la façon que vous avez de travailler consiste à peu près toujours de la même façon. Et là, par exemple, pour un exemple de modèle d'article, de se dire qu'on veut toujours une page principale dans laquelle on mettra son nom et son prénom, qu'on indiquera son résumé, des mots-clés, et qu'on veut pouvoir avoir la table des matières de ces articles. Et là, tout simplement, l'idée, c'est d'avoir mis en forme l'intégralité du contenu. Vous l'avez compris, il n'était pas forcément nécessaire de préciser les éléments dans l'entête dans l'entête ou le pied de page, il n'était pas forcément nécessaire d'indiquer titre, mais ce que je vous conseille quand vous vous préparez des modèles comme ça, c'est de vous laisser quelques éléments pour vous souvenir un petit peu de à quoi ressemble le modèle. Et ainsi, vous pouvez tout à fait vous créer un modèle pour chaque type de document que vous avez l'habitude de faire très régulièrement. Alors bien entendu, on ne va pas créer des modèles pour des documents qu'on va rédiger une fois dans sa vie. En revanche, quand on est étudiant, eh bien, des travaux écrits à rendre dans le cadre de conférences de méthode, de TD, de cours, etc., on en a quand même un certain nombre à faire par semestre. Eh bien, on va se prendre une demi-heure, une heure, parfois moins si on a vraiment l'habitude d'utiliser les styles. On va se préparer son document et ensuite ce modèle, on va l'enregistrer dans mes modèles et je n'aurai plus jamais à me poser la question de la mise en forme de mon document puisque j'aurai quelque chose qui sera déjà immédiatement utilisable. Je prends cet exemple de modèle parce que ce que je voulais par ailleurs vous montrer, c'est aussi un élément de mise en forme qui me semble pouvoir être utile pour celles et ceux d'entre vous qui auraient des documents longs à rédiger, c'est la possibilité d'intégrer ce qu'on appelle des sauts de page directement à un modèle. Une pratique à totalement bannir de vos usages consiste à se dire mon titre, je veux qu'il commence à la page suivante, eh bien je vais tout simplement taper entrée autant de fois que nécessaire. Alors, première chose, à bannir, tout simplement parce que faire des sauts de paragraphes comme cela, c'est absolument pas permettre d'avoir une mise en forme pérenne et cohérente, puisque dès que je vais ajouter du texte, parce que pour une raison ou pour une autre, je vais avoir à rajouter un paragraphe, eh bien ça va bouger et mon titre ne sera pas forcément en début de page suivante. Deuxième raison pour laquelle il ne faut pas le faire, c'est que vous voyez que là j'ai tapé plusieurs sauts de paragraphes en m'étant placé sur le titre 1, et ce que ça a provoqué dans mon document, c'est des styles de titre 1 à multiples reprises. Et ça pose un problème, par exemple, pour les tables des matières. Bon là, il l'a pas pris en charge, tant mieux, mais ça va poser un certain nombre de problèmes, puisque ce que pense le navigateur, vous le voyez ici, c'est qu'il y a des titres de niveau 1 partout. Alors qu'en fait, il n'y en a qu'un, donc ça supposerait de, en plus, prendre le temps ensuite d'aller tout simplement effacer le formatage, etc. C'est une perte de temps. En revanche, si je sais que pour le style de titre 1, pour ce titre 1 spécifique, je veux qu'il commence à la page suivante, je vais me placer juste avant et faire insertion, saut de page. Et donc là, j'ai un saut de page, et peu importe ce que je vais écrire ensuite dans ce passage-là, j'aurai toujours le titre 1 à la page suivante. C'est-à-dire que si par exemple, j'écris tellement de texte que j'en arrive ici, et que je commence, et bien vous voyez, comme j'ai intégré un saut de page juste avant le titre, il est forcément allé à la page suivante. Comment on voit qu'un saut de page a été intégré avec LibreOffice? On le voit ici. Vous voyez qu'ici, il y a une petite ligne bleue. Cette ligne bleue n'apparaît pas si je passe d'une page à l'autre, simplement en écrivant. Vous voyez ici, il n'y a pas écrit, il n'y a pas de ligne bleue, tout simplement parce qu'il n'y a pas de saut de page. Ces sauts de page, on peut les intégrer au style. Ce que ça signifie, c'est que je peux par exemple ici, dans mon style titre 1, aller le modifier et dans les enchaînements, aller préciser que ce que je veux, c'est un saut
à insérer, ça peut être un saut de page ou différents sauts différents, avant le style quand je l'intègre. Je vais dire OK. Et donc là, j'ai intégré un saut de page à tout type titre 1. Ce que ça signifie, c'est que si par exemple je suis dans mon document ici, je suis corps de texte, j'écris titre 1, j'applique le style. Vous voyez que je n'ai pas eu à faire de saut de page, il est intégré au style de formatage. Donc ça, c'est une des autres possibilités, bien entendu. Il y en a beaucoup plus que celle-ci. Je pense qu'avec ce tour d'horizon, vous avez à peu près toutes les clés pour arriver à mettre en forme correctement des feuilles de style et des modèles qui pourraient être utiles pour tout type de travaux que vous avez à faire. Croyez-moi, prendre le temps de constituer quelques feuilles de style en fonction des documents qu'on a à produire va vraiment nous permettre de gagner un temps fou ensuite dans la réalisation de nos travaux et de plus vraiment se poser la question de ce à quoi ressemblera le document sur lequel on travaille. On pourra travailler comme on le souhaite et ensuite tout simplement appliquer les styles qu'on se sera préparé préalablement. Ça peut donner l'impression de perdre un peu de temps, c'est exactement comme entrer les métadonnées d'une référence bibliographique dans Zotero. On le fait une fois, ça prend du temps, mais on n'a plus jamais à le faire par la suite. Tout le travail est automatisé ensuite.